Guillaume Erner. La transmission orale, le témoignage des anciens déportés est extrêmement important. Il faut voir les retours que l'on a de la part des élèves qui écoutez, je reçois des lettres. Est-ce que vous vous rendez compte que j'ai reçu des lettres où j'ai lu que la vie de la personne jeune a changé depuis qu'elle m'a entendu, qu'elle regarde différemment sa famille, sa mère, son père. Ah oui, ne pleure pas quand même, pour dire ça. Hein. Moi, je suis pour les livres d'histoire. Rien ne remplace un témoignage des vivants. Non, parce que enfin, c'est votre opinion, on a la nôtre. Non, mais attends. Notre devoir de mémoire, c'est les jeunes. Mais c'est pour ça qu'il faut que les livres d'histoire et l'enseignement... Depuis que l'histoire existe, elle a toujours été révisée. Attends, tu me laisses terminer aussi. Oh non, de toute façon, je m'excuse, la parole, vous l'avez eue, j'ai le droit de parler aussi. Racontez-moi, David Teboul, ce qu'on vient d'entendre. C'est une scène d'un repas où elles ne sont pas d'accord. Elles sont souvent pas d'accord, d'ailleurs. C'est 4 survivants. C'est 4 femmes qui ont survécu. 4 femmes qui ont 4 histoires très différentes. Car une a été déportée de Transylvanie, l'autre a été enfermée dans le ghetto de Lodz pendant presque 4 ans, Isabelle Chocot, et 2 déportées ont été déportées de France. Donc ce sont des récits, des déportations différentes. C'est important parce qu'au cours de ce déjeuner, presque 80 ans après, les différences sont encore là, sont marquantes, et il est très difficile pour elles d'entendre le récit de l'autre. C'est insupportable, au fond, pour elles d'entendre le récit de l'autre. Alors, ce que l'on vient d'entendre, c'est à la fois donc l'extrait d'un documentaire, Les filles de Birkenau, qui va être rediffusé ce soir à minuit 15 sur France 2 et qui est bien sûr accessible en replay. Et puis un livre, vous avez pris donc ces 9 heures de tournage. Plus de 9 heures, presque 15 heures, que j'ai réécrit. Enfin, j'ai écrit en étant le plus proche possible de leur voix. Et c'est donc aujourd'hui un livre aux éditions des Arènes. On vous connaît, David Teboul, parce que vous avez fait des choses qui sont des choses graves, des choses glamour aussi, sur Yves Saint-Laurent ou bien encore sur François Truffaut. Pourquoi avoir décidé de filmer ces 4 survivantes ? Pourquoi avoir décidé de filmer ces 4 survivantes ? Parce qu'il m'a été comme ça, j'avais très envie de m'interroger sur qu'est-ce qui reste 80 ans après. Le témoin a reconstruit le discours le discours, il y a un discours une réécriture. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pas voulu interroger individuellement ces femmes, et j'ai voulu qu'elles soient ensemble, parce qu'ensemble, il m'a semblé il m'a semblé que quelque chose se disait, quelque chose de l'indicible, et dans cette saturation réciproque qu'elles ont du récit de l'autre, c'est ce moment-là que j'ai tenté d'écrire et de partager, de faire partager. Je vous propose qu'on écoute l'une de ces survivantes, Isabelle Chocot. Dans cet extrait, elle évoque ce qu'elle appelle le miracle. Le miracle, c'est un homme qui lui a dit d'aller à gauche, et vous allez comprendre pourquoi il fallait qu'elle aille à gauche. Moi, il a fallu des miracles pour que je reste vivante. Oui, mais enfin, comme nous toutes d'ailleurs. C'est sûr que c'était des miracles. Alors, le premier miracle, c'était à Auschwitz. Quand je suis arrivée à Auschwitz et qu'il y avait cette horreur de bruit dans la gare, ces coups de feu, ces cris, quand on séparait les femmes, les enfants. À côté de moi, un homme qui s'est approché, qui a marché à côté de moi. On n'avait pas le droit de parler, surtout ils ont dit ne parlez pas, parce que les nazis tiraient dans le tas. Et puis un monsieur qui a marché à côté de moi, il a baissé la tête, il m'a dit « Attention fillette, attention, attention », en polonais bien sûr. Au bout du quai, tu vois, là-bas au bout du quai, il y a une sélection. N'oublie pas, au bout du quai, il y a une sélection. À gauche, c'est la vie, à droite, c'est la mort. Alors, tu vas à gauche, tu n'oublies pas. Alors, je me suis dit, je suis la seule à savoir qu'à gauche, c'est la vie, à droite, c'est la mort.
qu'est-ce que je peux faire pour dire ça à tout le monde? Il faut que je le dise. J'ai pris ma mère par la main, j'ai avancé aussi vite que j'ai pu pour que le maximum de femmes puissent m'entendre. J'ai baissé la tête et je disais « allez à gauche, allez à gauche, allez à gauche, allez à gauche ». Jusqu'au bout, je disais ça. Un extrait des Filles de Birkenau, votre film, David Teboul. Nous sommes en compagnie de ma camarade Chloé Leprince de la rédaction. Et nous sommes également en compagnie de l'historien Laurent Joly. Vous publiez Le savoir des victimes, comment on a écrit l'histoire de Vichy et du génocide des Juifs de 1945 à nos jours. C'est publié aux éditions Grasset. Laurent Joly, pourquoi cette singularité d'Auschwitz? Qu'est-ce qu'était Auschwitz si vous deviez dire à quelqu'un qui ignorerait tout de ce qu'a été ce lieu? Que pourriez-vous dire? Ce qu'on peut dire en complément du témoignage d'Isabelle Chocot, c'est que c'est deux choses, Auschwitz. C'est à la fois un immense camp de concentration nazi et c'est aussi un camp d'extermination. Un camp d'extermination, une véritable usine de mort où plus d'1 million d'hommes, de femmes, d'enfants vont être gazés. Donc c'est ça, Auschwitz. Mais Auschwitz, Chloé Leprince. Auschwitz n'a pas tout de suite eu cette centralité dans notre imaginaire, ni d'ailleurs le centre d'extermination, le centre de mise à mort, dans nos représentations de ce qu'était la barbarie nazie. C'est venu après. Oui, c'est venu après, c'est assez logique parce qu'il y a eu très peu de rescapés qui sont revenus d'Auschwitz, notamment de France, puisque on le sait aujourd'hui, 4000 juifs sont revenus de déportation sur les 74 150 qui ont été déportés. En revanche, vous avez plusieurs dizaines de milliers de résistants qui sont revenus de Buchenwald, des camps où étaient envoyés les résistants, les politiques, les otages. Donc, ce sont eux, évidemment, qu'on entend le plus au sortir de la guerre. Autre extrait de votre travail, David Teboul, peut-être l'extrait que j'ai trouvé le plus poignant est sur ces familles qui parfois ont été déportées ensemble. Certaines ont été séparées, d'autres sont restées quelque temps, le temps que l'une ou l'autre survive ou pas. Et là, on entend 3 de ces femmes que vous avez interrogées, Ginette, Isabelle et Judith, évoquer les mères et le partage. Est-ce que ta mère partageait sa ration avec toi alors qu'elle-même en avait très peu? On n'avait pas de ration, on mangeait toutes les deux la même chose. Je ne me rappelle pas de ça. On n'avait aucun problème de nourriture entre nous deux. Aucun. À aucun moment, et toi? Je ne me souviens de ça. Oui, aucun. Ma mère me donnait souvent une part de sa nourriture, du pain. Pour moi, c'était... Être séparé de ma mère, ça aurait signifié ma mort. Mais en tous les cas, tu me dis que tu partageais avec ta mère. Ah oui, je partageais. C'est ça qui m'intéressait. Mais je partageais tout avec ma mère. Parce qu'on avait tellement faim que je me demande si... Non, je partageais. Mais il y avait, par exemple, une mère et sa fille. Et là, nous étions toutes ébahies. Parce que la mère, elle disait toujours à sa fille, « Ah, fais voir ce que tu as dans la soupe. » Et elle plongeait sa cuillère dans sa soupe. Et elle prenait ce qui était au fond de la soupe, c'était plus épais. Il y avait un morceau de carotte ou de pomme de terre. Alors nous, on était là, on ne savait pas s'il fallait rire ou pleurer. David Teboul, ces femmes que vous avez filmées, dont vous avez recueilli les propos. Vraiment la question des mères et des filles, qui est très importante. Comment se comportaient les mères au camp avec leurs filles. C'est une question qui m'a beaucoup hanté d'ailleurs, parce que c'était un dialogue que j'avais déjà enregistré entre Simone Veil et ma Marceline Loridan, où Marceline disait à Simone, moi j'ai eu de la chance, je n'étais pas accompagnée de ma mère. Et ce moment est important dans le livre, parce que qu'était le mode d'emploi de la survivance? Comment faisait pour vivre au camp? Enfin, vivre, pour échapper à la mort au camp. Et tout se jouait sur des choses infimes, dont partager son pain ou pas. Laurent Joly, au camp d'Auschwitz, il y avait donc
des Juifs, bien sûr. Il y avait aussi des Tziganes, il y avait des Polonais. Et pour qui a été créé ce camp? Quelle était sa place dans l'entreprise de mort nazie? À partir de 1900, de l'été 1942, c'est une véritable usine de mort. D'ailleurs, on voit les effets en France, puisque le drame des enfants est lié à cette usine de mort en construction, les chambres à gaz, les crématoires. Et donc, à côté du camp de concentration, il y a cette usine de mort qui fonctionne et qui commence à fonctionner vraiment à plein régime à partir de l'été 1942 et qui va absorber quasiment tous les juifs déportés d'Europe occidentale. Et donc, il y a pour la France, les Pays-Bas, la Belgique, il y a voilà, ce circuit qui va s'instituer à partir de l'été 1942. Ça veut dire que tous les Juifs qui ont été déportés depuis la France et qui sont morts dans la Shoah sont morts à Auschwitz? Quasiment tous. Vous avez quelques convois qui sont partis en 1943 à Sobibor. 1944, vous avez des tout petits convois partis à Bergen-Belsen. Mais la France, c'est la même chose pour les Pays-Bas et la Belgique. C'est vraiment une solution finale assez simple à définir. C'est Drancy-Auschwitz. Un autre extrait de Ces filles de Birkenau. Vous avez votre copine à côté, elle meurt, tant mieux, c'est pas vous. Vous la voyez mourir, ça prouve que vous êtes vivante. On bat votre copine, ça devrait vous retourner. Eh ben non. C'est instinctif. Vous essayez de survivre et puis, pour survivre, il ne faut pas penser aux autres. Et puis voilà. Mais tout ça, ce sont des choses qui se font. On ne réfléchit pas toujours. Il n'y a pas toujours de réponse à tout ça. Est-ce que vous croyez que j'ai réfléchi à tout ça quand j'étais dans le camp? Moi, je ne crois pas. Un extrait des filles de Birkenau, votre film et votre livre, aussi maintenant publié aux éditions des Arènes, David Teboul. Comment fait-on pour recueillir une parole semblable? On fait boire, on organise une table, on essaye d'échapper au lieu commun de l'entretien. Parce que ces femmes, ça fait plus de 40 ans qu'elles répondent aux mêmes questions. Et donc on déplace sur un territoire sans doute plus intime. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu au départ faire d'interview. J'ai voulu les laisser ensemble dire quelque chose. Et d'ailleurs, elles s'interrogent. Est-ce que c'était comme ça? Est-ce que tu te souviens de l'odeur de la merde? Est-ce que tu te souviens comment on chiait? Est-ce que tu te souviens de l'eau? Est-ce que tu te souviens? C'est à partir du souvenir partagé que le film s'est construit et que le livre a approfondi le travail mon travail que j'ai fait ce que vous entendez là. Chloé Leprince. David Teboul, est-ce que ces 4 femmes qui partagent leur expérience disent, comme Simone Veil par exemple a pu le faire, qu'on n'a pas voulu les écouter, les entendre à la Libération? Oui, mais Simone Veil ne disait pas tout à fait ça. Elle disait que c'était aussi difficile, après avoir vécu une telle obscénité, de trouver les mots justes aussi pour raconter. Et qu'il a fallu du temps aussi pour humaniser l'expérience, le terrible passage au camp. On écoute un dernier extrait des filles de Birkenau. Mon but, c'était de revenir, c'était de parler, c'était de raconter. Bon, je pouvais pas raconter, je pouvais pas parler. Personne ne voulait nous écouter, personne ne croyait. Voilà. Il n'y a plus de but. Vous savez, le pire, je crois, quand on est revenu, ça a été l'indifférence. Alors, comme on est revenu avec pas mal de pathologies, on allait régulièrement au dispensaire pour se faire soigner. Alors, vous savez, la déprime et tout, c'est des cachets, des tranquillisants pour vous faire remonter le moral. Puis un soir, j'ai baissé les bras. Vous voyez, chose que j'avais jamais envisagée au camp, parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui se sont suicidées. Moi, ça m'était jamais venu à l'idée. Alors là, j'ai baissé les bras, j'ai avalé tout ce que j'avais à ma disposition et je me suis retrouvé dans un hôpital pendant 6 mois. Vous voyez, j'ai eu un retour très glorieux.
Un extrait des Filles de Birkenau, votre film qui est aussi un livre, David Teboul, publié aux éditions des Arènes. Et puis ce film, eh bien, on peut le regarder ce soir, un peu après minuit sur France 2, ou bien sûr le retrouver en replay. Laurent Joly, Le savoir des victimes aux éditions Grasset. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous allez nous expliquer, Laurent Joly, comment tout ceci s'est construit. Non, ce que je voulais dire, c'est que les Juifs aussi ne voulaient pas entendre. Les Juifs qui n'avaient pas été au camp ne voulaient pas entendre. Parce que c'était abominable. Et donc c'est pas simplement la société française, c'est beaucoup plus profond. 8h sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et avec ma camarade Chloé Le Prince, nous sommes en compagnie de l'historien Laurent Joly. Vous publiez Le savoir des victimes, comment on a écrit l'histoire de Vichy et du génocide des Juifs de 1945 à nos jours. Et justement, Laurent Joly, j'aimerais vous lire un extrait d'un livre qui vient d'être publié, Ce que j'ai vu à Auschwitz, les cahiers d'Alterst aux éditions du Seuil. C'est le récit d'un homme qui a travaillé pendant 18 ans dans ce qu'on appelait un Sonderkommando. Il a été chargé notamment de charrier les cadavres. Je dois vous dire que c'est un livre absolument bouleversant qui est... Bon, voilà, sur lesquels les mots manquent. J'en lis un extrait. J'ai été arrêté à Paris et interné dans un camp où je suis resté pendant 81 jours. Ce camp était surveillé par la police française. Les conditions de détention étaient très dures. On nous distribuait une miche de pain pour 7 personnes. Chaque prisonnier recevait une fois par jour un quart de litre de café et 2 fois par jour un quart de litre de soupe dans laquelle il aurait fallu plonger pour trouver un morceau de feuille ou quelque chose d'autre. C'était simplement de l'eau sale, l'assistance médicale fonctionnait mal, la mortalité était très élevée, 60 personnes sont mortes pendant ces 81 jours. Laurent Joly, la déportation des Juifs de France, elle débutait souvent ainsi à Drancy. Oui, Drancy est un camp nazi, c'est un camp allemand, mais géré à la fois par les autorités françaises et par les internés eux-mêmes. Donc c'est un système très pervers. Les Allemands se tiennent en retrait, comme ils le font en France occupée. Et donc effectivement, au début, quand ce camp est ouvert après la première rafle à Paris en août 41, très vite, ça va être un désastre humanitaire absolu. Novembre, décembre 41, vous avez effectivement des gens qui meurent de faim, qui meurent de froid. Il fait très froid à ce moment-là. Et donc cette catastrophe humanitaire, elle va un petit peu s'atténuer parce que sinon c'était pas gérable, mais ça va rester évidemment des conditions absolument terribles jusqu'au bout. Drancy sert de plateforme à la déportation jusqu'à l'été 1944. Plus de 63 ou 64 000 Juifs sont partis de Drancy pour Auschwitz. Alors on vous a posé la question plusieurs fois, Laurent Joly, parce qu'il me semble que cette thèse avait été agitée par un homme politique. On en est encore, pour certains, donc à s'interroger sur la manière dont le gouvernement de Vichy aurait ou n'aurait pas protégé les Juifs. Un mot, parce que je pense que c'est important pour nous dire ce qui s'est passé pour ces Juifs français et les Juifs étrangers à cette époque. Alors effectivement, d'abord la légende, elle vient, c'est le point de départ de mon livre, elle vient du procès Pétain. C'est-à-dire qu'au moment du procès Pétain, le maréchal Pétain est jugé par la Haute Cour de justice et vous avez forcément, c'est le rôle des avocats. Ils essayent de trouver des arguments en faveur de leurs clients et l'un des arguments mis en avant par Maître Izorni, c'est de dire certes, c'est vrai, ça a été terrible pour les Juifs en France. Donc, oui, il joue un peu de l'émotion. Beaucoup ont été déportés, mais c'était des étrangers et c'était... Si Vichy a dû livrer ses étrangers, c'était pour sauver les Juifs français. Donc c'est une pure légende qui est mise en avant pour défendre le maréchal Pétain et qui ne reflète absolument pas la réalité de la déportation, même si, effectivement, Vichy, c'est pour ça que Vichy a si facilement contribué à la solution finale en France, c'est que Vichy voulait se débarrasser des Juifs étrangers. Donc voilà, c'était sa politique. Et ça a eu un impact très fort, puisque en moins de 4 mois, de l'été 1942 à novembre 1942, donc en moins de 4 mois, on a déporté 36 000 Juifs. La moitié des Juifs de France ont été déportés en moins de 4 mois, parce qu'on est à un moment où Vichy veut à la fois collaborer et se débarrasser du maximum de Juifs. Et parmi ces Juifs, il y avait avant tout des Juifs étrangers, mais il y avait aussi beaucoup de Juifs français, puisque les enfants des Juifs apatrides étaient français
pour pratiquement plus de 80% d'entre eux. Et ils étaient français à titre définitif, ils étaient nés à Paris, même Vichy n'est pas revenu sur leur nationalité. Chloé Le Prince. Vous parlez du procès de Philippe Pétain, Laurent Joly. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y aura pas un seul témoin juif, un seul rescapé juif à témoigner, à intervenir dans ce procès de Pétain. Et même, on retrouve un des magistrats l'avocat général du procès, qui est un des magistrats qui s'est porté volontaire pour participer à la suppression de la nationalité française, à la commission des dénaturalisations, des révisions des naturalisations pour les juifs en France. Oui, c'est vraiment le point de départ de mon travail, c'est cette espèce d'aberration. On a un homme qui revient de déportation, il s'appelle Georges Wellers. Et Georges Wellers a été pendant 2 ans à Drancy, donc il connaît parfaitement bien le fonctionnement du camp. Il sait exactement ce qui s'est passé puisqu'il dirigeait le service de l'hygiène à Drancy. C'est un scientifique, Georges Wellers, biologiste, et donc c'est lui qui va gérer l'arrivée des enfants à l'été 42, en août 42. Donc il a vécu ce drame, ce crime impardonnable de Vichy, et donc il va écrire une lettre extraordinaire au président du tribunal du procès Pétain, parce qu'il suit à la radio, il est très malade, très affaibli, mais il suit quand même à la radio le procès, et il renonce à envoyer sa lettre parce que on lui fait comprendre que c'est pas possible, il n'arrivera pas à se faire entendre, effectivement, aucun juif ne va témoigner au procès Pétain. Mais ce qui est l'ironie véritable de l'histoire, c'est que Georges Wellers, juif français, avait été dénaturalisé par la commission, la sous-commission, il y avait 3 sous-commissions de dénaturalisation, présidées par Mornay, futur procureur du procès Pétain. C'est incroyable. Alors, au passif, si j'ose m'exprimer ainsi, au passif donc de ces accusations portées contre le régime de Vichy, il y a ces dénaturalisations, cette absence de considération de naturalisation, puisque quand on prend par exemple les juifs apatrides, puisqu'il faut dire que beaucoup de ces juifs étaient apatrides, dont les enfants étaient nés en France, en réalité les enfants étaient français et cela ne les a pas empêchés d'être déportés. Et puis il y a la défense de Pétain, et la défense de Pétain, elle porte notamment sur l'existence d'une zone libre. Et dans cette zone libre, dit-il, le sort des Juifs n'était pas identique à ce qu'il était dans la zone occupée. Oui, et là encore, c'est faux pour ce moment crucial de 1942, parce qu'à l'été 1942, si vous voulez, vous avez à peu près trois singularités françaises qu'on trouve nulle part ailleurs en Europe de l'Ouest. D'abord, vous avez une grande rafle à Paris, où vous avez aucun Allemand qui participe. Donc au 16 juillet 1942, la rafle du Veldiv. Vous avez des enfants qui vont être déportés, séparés de leurs parents. Là aussi, on voit ça nulle part ailleurs en Europe de l'Ouest. Des convois avec 500, 600 enfants. Et vous avez en plus la livraison de 10 000 juifs de zones libres. Les Allemands ne demandaient évidemment pas les juifs de zones libres. La France, jusqu'en novembre 1942, la France, elle est divisée en deux. Vous avez les 3/5 du territoire qui sont occupés et les 2 tiers, Vichy est souverain. Les Allemands demandent évidemment que les juifs de zones occupées. Et Vichy, pour donner le maximum de juifs étrangers, pour régler sa propre politique antisémite, va livrer des juifs. C'est le seul territoire en Europe, territoire libre en Europe, d'où on va déporter des juifs pour Auschwitz. Chloé Le Prince. Une fois à la Libération, les antisémites d'ailleurs se portent bien. L'antisémitisme va bon train. Au retour des déportés, des rares rescapés juifs qui reviennent, ou des juifs qui n'ont pas été déportés et qui se réinstallent progressivement, zone nord ou pas. On observe par exemple des bagarres qui sont rapportées à Lens. Il y a aussi, c'est très méconnu, mais il y a au moins 2 associations, Laurent Joly, de bénéficiaires de biens spoliés qui se mettent à manifester pour réclamer leurs bons droits. Oui, alors c'est des choses connues par les historiens, les historiennes. On sait que 1945, il y a beaucoup d'antisémitisme, en particulier à Paris. Parce que Paris, c'était là où il y avait la majorité des Juifs. Vous avez 150 000 Juifs qui avaient été recensés à Paris. Et vous en avez à peu près 38 000 qui ont été déportés. Et les autres, ils se sont cachés, ils sont parfois allés en province et ils reviennent. Ils veulent réintégrer leurs appartements, ils veulent reprendre possession de leurs boutiques. Et souvent, ça se passe mal. Ça se passe mal. Il y a un climat d'antisémitisme et de xénophobie, les deux sont vraiment entremêlés, qui est très puissant. Tout ça sur fond aussi de déni par rapport à la réalité du génocide. Ça, Léon Poliakov le dit très bien. Je cite une phrase. Il faut rappeler qui était Léon Poliakov. Alors, Léon Poliakov, c'est un résistant juif, ancien journaliste, qui a aidé au sauvetage d'enfants juifs en zone sud et qui, en 1945,
se met au service de ce qui s'appelle le Centre de documentation juive contemporaine. C'est une petite association, une organisation qui veut documenter ce qui est arrivé aux Juifs pendant la guerre. Et Léon Poliakov, il est très sympathique, il va aller taper à la porte de différentes administrations, il va trouver des archives. Il va trouver les archives de la Gestapo, des affaires juives de la Gestapo. Il va avoir accès aux archives du commissariat aux questions juives, parce que les archives du commissariat aux questions juives sont récupérées par un organisme qui va s'occuper de restituer les biens des Juifs. Donc il a une sorte d'accès comme ça à tout ce qui ne sert pas à la restitution, et il va pouvoir vraiment documenter ce qui est arrivé aux Juifs. Donc on voit que la documentation est très précoce. Et il va réfléchir à ce qu'il voit, il va commencer à travailler, il fait le premier livre sur le génocide des Juifs. Le premier livre sur le génocide des Juifs est fait par un historien français, Léon Poliakov, en 1951. Le bréviaire de la haine. Le bréviaire de la haine, titre un petit peu curieux, mais sous-titre Histoire du génocide des Juifs. Et Poliakov va écrire ses souvenirs et il va revenir sur ce climat de 1945. Et il dit en fait, pour les Français de 1945, c'était insupportable. Le crime est tellement énorme qu'on ne voulait pas le voir. L'idée qu'on a pu exterminer au gaz des millions de gens, on ne pouvait pas l'entendre. D'où la prégnance de cet antisémitisme qui était comme une sorte de réponse, de déni agressif face à cette réalité insupportable. Et donc les témoignages arrivent, alors parfois très tardivement, hein, puisque celui que j'ai entre les mains, ce que j'ai vu à Auschwitz, les cahiers d'Alter, traduit du polonais, vient d'être publié. J'en lis un extrait parce qu'il est à la fois informatif, hélas, et puis il est représentatif de la vie dans les camps. Chaque journée de travail à Birkenau ressemblait plus ou moins à cela. Le travail en lui-même n'était pas productif, mais destiné uniquement à épuiser physiquement les prisonniers. Par exemple, nous transportions des briques d'un endroit à un autre, puis nous les rapportions au même endroit. J'ai choisi de lire cet extrait, Laurent Joly, tout d'abord parce qu'il y a cette distinction à faire, et j'aimerais que vous nous l'expliquiez, entre Auschwitz et Birkenau. À quoi servaient ces deux parties donc d'un lieu proche, d'un même lieu, pourrait-on dire, et puis ensuite, pour bien comprendre que le but d'Auschwitz n'était pas d'être une entreprise, ou bien il s'agissait d'être une entreprise de mort, et donc de faire en sorte que les Juifs, les Tziganes, les Polonais qui y étaient conduits meurent à très brève échéance. Oui, Auschwitz, c'est une immense et monstrueuse entreprise de mort dans laquelle il y a deux itinéraires possibles pour les Juifs. Il y a ceux qui vont connaître, comme les autres internés, l'univers concentrationnaire. Donc, on est destiné à mourir, bien évidemment, mais avant de mourir, on vous exploite, on vous fait travailler. Et puis, il y a la sélection et ceux qui vont aller directement vers les chambres à gaz. Donc, en fait, l'immense majorité des Juifs qui ont été déportés à Auschwitz-Birkenau n'ont connu que Birkenau, là où on a exterminé les Juifs dans les chambres à gaz, et ensuite on a brûlé les corps dans les crématoires. Mais alors, justement, ces informations, quand elles arrivent, puisque vous racontez dans votre ouvrage Le savoir des victimes, Laurent Joly, comment il a fallu que s'organise l'histoire pour raconter cela, ces témoins, les premiers témoins, ceux que le CDJC, le Centre de documentation juive contemporaine, va chercher à entendre, à recueillir. Comment ça se passe? Racontez-nous. Les témoins, en fait, d'abord, il est difficile quand on est un rescapé juif de la solution finale, il est difficile de témoigner. Vous voyez, vous avez cité les cahiers d'Alter, qui écrit au sortir de la guerre, il n'a pas idée de le publier. Léon Poliakov écrit ses souvenirs dès 1945. Il attendra 1980 pour les publier. Alors, il y a des exceptions, mais jusqu'à la fin des années 40, Annette Dvorka avait fait le décompte dans son livre Déportation et génocide. Elle avait compté qu'il y avait à peu près 250 publications d'anciens déportés. Parmi eux, vous avez 5 ou 6 juifs. Donc, ils sont noyés dans la masse. Et parmi ces 5 ou 6 juifs, très peu mettent vraiment l'accent sur la singularité de la déportation des Juifs. Parmi eux, il y a Georges Wellers, voilà, qui publie, mais aux éditions du Centre de documentation juive contemporaine, qui publie son témoignage, qui va être très peu lu. Vous avez Suzanne Birnbaum, une Française juive est revenue, qui parle de l'univers d'Auschwitz, mais on en parlait dans la première partie, on parle
peu d'Auschwitz, voilà, au sortir de la guerre. Le travail qui va être fait par les rescapés, par ceux qui veulent entretenir la mémoire du génocide des Juifs, ça va être de passer par les archives. Parce que là, on ne peut pas remettre en cause ce qu'on dit. Le témoignage, on peut toujours le balayer d'un revers de la main. En revanche, les archives, et les archives de la Gestapo en particulier, là, c'est irréfutable. Donc le CDJC, le Centre de documentation juive contemporaine, va faire le choix de privilégier les travaux fondés sur des archives et très peu sur les témoignages. Mais justement, Laurent Joly, vous citiez le CDJC, l'ancêtre du mémorial de la Shoah, hein, et Léon Poliakov. C'est une position française très spécifique, ça, en fait, de travailler à partir des matériaux, des archives des bourreaux. D'autres commissions historiennes qui se fondent à la Libération ailleurs qu'en France font le choix inverse. Comment vous expliquez le fait de travailler à partir des archives nazies, à partir des archives de Vichy plus tard? Vous avez tout à fait raison de le signaler. Ça crée une sorte de controverse parce que le CDJC se trouve, de par la richesse de ses archives, puis la France est un grand pays, c'est là où il y a la plus importante communauté juive au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est un peu eux qui sont le pôle de tous ces... Parce que dans tous les pays d'Europe, vous avez des commissions historiques juives qui sont faites et certains, notamment des Polonais, s'étonnent de ce tropisme français, de cet amour français pour les archives. Et certains vont reprocher à Poliakov, à Isaac Schneerson, le président du CDJC, de faire le choix des archives des bourreaux, parce que les bourreaux, ils mentent aussi. Ils peuvent aussi truquer les archives. Donc ce choix français, il est à la fois lié à une opportunité archivistique extraordinaire, un véritable miracle archivistique, parce que quand vous avez accès à la fois aux archives des questions juives de la Gestapo et les archives du commissariat général aux questions juives, vous avez un trésor, et les autres n'ont pas ce trésor-là. Mais il y a aussi vraiment un véritable pari scientifique, positiviste, qui est de s'inscrire vraiment dans l'historiographie française. Et l'historiographie française, elle est positiviste. On se fonde sur les archives pour écrire l'histoire. C'est pas avec les témoins qu'on écrit l'histoire. Et donc ce choix-là, finalement, il a été payant. Serge Klarsfeld, est vraiment dans la prolongation de cette école du CDJC. Je poursuis ma lecture des cahiers d'Alter pour bien montrer qu'il n'y avait pas que des juifs déportés à Auschwitz-Birkenau. Avant mon arrivée à Birkenau, écrit-il, avait été ouvert un camp pour les tziganes appelé Lager E. C'était un camp dans lequel 21 000 tziganes déportés de Pologne, de France, de Tchécoslovaquie, de Hongrie et d'autres pays étaient détenus, dont leurs femmes et leurs enfants. Ils avaient été enregistrés au camp comme un groupe spécial avec une numérotation particulière. Les numéros qu'on leur avait tatoués étaient précédés de la lettre Z. Et là, on entre dans la complexité, Laurent Joly, de la machine de guerre, de la machine de mort nazie. Oui, les nazis ont deux objectifs génocidaires. Le premier, c'est les juifs, c'est plus important en masse. Et il y a aussi les nomades, et qui vont être effectivement également soumis au même régime d'exploitation jusqu'à la mort et d'extermination par le gaz. Et puis, il y a aussi toute la question de savoir quel était le projet global d'Hitler, notamment à Auschwitz. Donc, nous sommes bien sûr dans une ville de Pologne. Il y a la politique anti-slave menée par les nazis et le projet qui était finalement un projet beaucoup plus vaste si Hitler avait pu aller jusqu'à son terme, Laurent Joly. Oui, Hitler, évidemment, avait des projets totalement délirants qui visaient à totalement redessiner la carte à la fois politique et raciale de l'Europe. Donc, au sommet de la haine et de sa volonté d'extermination, il y avait les Juifs, et puis on descend de différents paliers. Vous avez les nomades, vous avez les Slaves, et alors à l'époque, on dit peut-être également les chrétiens. Enfin, vous voyez, on ne sait pas où ils se seraient arrêtés. Les adventistes du 7e jour Voilà. ont été déportés et assassinés. Bref, il y avait effectivement une très large gamme de victimes, même si la centralité de l'antisémitisme était claire dans le projet initial du nazisme. Qu'est-ce qui reste encore à apprendre sur la Shoah? Vous êtes historien, vous publiez Le savoir des victimes. Quelles sont encore, j'ai presque envie de vous dire, les énigmes qui demeurent à éclaircir dans votre travail d'historien, Laurent Joly? Je ne crois pas qu'il y ait des énigmes, mais en revanche, on peut affiner.
on peut affiner un certain nombre de choses. On parlait tout à l'heure de l'exposition au mémorial de la Shoah sur les photos, la manière dont Tal Brutman analyse les photos. On découvre des choses nouvelles sur l'attitude des victimes. C'est vrai qu'il y a un courant historiographique et qui de plus en plus rompt avec cette idée de victimes complètement passives qui se sont laissées mener à l'abattoir comme des bourreaux. On voit qu'effectivement, il y a une sorte de goulot dans lequel on ne peut pas sortir, et de toute façon, le piège est là, mais on voit des nuances dans les attitudes, dans les comportements. Donc, on arrive aujourd'hui à un savoir qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus affiné, mais pas de grandes énigmes à élucider. Est-ce qu'il y a chez vous un sentiment de lassitude? Parce qu'en lisant votre ouvrage Le savoir des victimes que vous publiez chez Grasset, on s'aperçoit finalement que les thèmes Vichy bouclier, Vichy qui a protégé les Juifs jusqu'en 1942, bref, tous ces thèmes-là qui ont été, hélas, encore une fois, dans le débat public français il y a quelques mois, en réalité, ils sont vieux de 80 ans quasiment. Absolument, c'est d'ailleurs le point de départ de ce livre, c'est écrire l'histoire de l'histoire, ça permet vraiment de montrer que ce revival, entre guillemets, des thèses pétainistes, Vichy aurait sauvé les juifs français pour protéger les juifs étrangers, on nous ferait croire que ce serait une thèse historique valide. On se rend compte quand on voit l'histoire de l'histoire que pas du tout, que ce savoir historique s'est construit petit à petit, qu'à partir de la fin des années 60 jusqu'au début des années 80, on arrive à un consensus, et que ceux qui ont invoqué ces thèses étaient des falsificateurs qui tout simplement voulaient défendre le maréchal Pétain, Pierre Laval, qui ont produit des travaux qui étaient des travaux falsificateurs, qui visaient à réhabiliter Vichy. Et Éric Zemmour, pour citer le nom que vous ne vouliez pas citer, n'a fait que reprendre et remettre au goût du jour ces vieilles théories. Donc quand on connaît cette histoire et cette généalogie, on se rend compte que ça ne tient sur rien et que c'est en totale contradiction avec la manière dont c'est construit petit à petit. Il n'y a pas de doxa Paxton, on n'a pas Robert Paxton, le méchant américain, comme le dit Paxton, qui serait venu. Non, Paxton est arrivé en 73 en se fondant, mais ça c'est la démarche scientifique, en se fondant sur les travaux antérieurs du CDJC, en les affinant et en affichant une thèse qui était déjà dans les travaux antérieurs. Et puis Paxton a été prolongé. C'est ça le travail scientifique. C'est pas, moi je vais vous dire la vérité par rapport à d'autres. C'est pas comme ça qu'on travaille. Et alors, aujourd'hui, est-ce que vous êtes un peu plus optimiste sur une histoire de la Shoah, une histoire de la destruction des Juifs d'Europe qui ne serait plus victime des simplifications, des utilisations politiques, je pensais effectivement à celle que vous évoquiez, ou bien même du négationnisme? Laurent Joly, en quelques mots. Je pense que l'avenir est assez inquiétant et qu'on peut imaginer toutes les distorsions et peut-être même tous les négationnismes. Merci Laurent Joly. Et votre livre important, Le savoir des victimes, aux éditions Grasset, Les cahiers d'Alter, publiés aux éditions du Seuil, et Les filles de Birkenau aux éditions des Arènes.